Pourquoi, au fond, s'intéresser à Galilée? Oh, il y a toute une série de raisons. La première, peut-être pour moi qui parle ici, en tant que physicien, c'est que je reconnais en Galilée, oh, j'oserais le dire, mon maître. Galilée est probablement le premier qui a fait de la physique au sens moderne du terme, et quand nous, physiciens d'aujourd'hui, relisons ces textes, nous n'avons pas de difficulté à reconnaître que c'est un homme du métier, comme nous, évidemment, un grand homme du métier. Ce n'était pas le cas auparavant, et quand nous lisons des textes dus à des savants plus anciens, ou à peine plus anciens d'ailleurs, je pense ici à Kepler, on s'aperçoit qu'il y a une grande différence dans la conception du monde. Donc de ce point de vue-là, Galilée est un des tout premiers, sinon le premier physicien et même plus généralement scientifique moderne. On peut le considérer comme le fondateur de la science d'aujourd'hui, de la révolution scientifique qui a lieu au début du XVIIe siècle. Mais ça, c'est une raison peut-être insuffisante pour tout un chacun. Il en existe d'autres. La seconde, peut-être, c'est qu'il est bien connu que Galilée a eu des déboires dans sa vie, qu'il a eu maille à partir avec l'Église, un procès, une condamnation, et que de ce point de vue-là, sa vie offre un exemple particulièrement intéressant des conflits ou des relations en général entre la science et la politique. La science, la politique, l'idéologie, la religion, problème qui se renouvellera plus tard au cours des siècles. Pensons par exemple à Darwin avec la théorie de l'évolution. Et puis il y a une troisième raison qui est peut-être une des plus intéressantes, c'est que je disais tout à l'heure que Galilée est un des premiers scientifiques modernes. C'est exact en ce qui concerne sa science précisément, la physique en l'occurrence, l'astronomie. Mais il y a un autre aspect dans son œuvre qui déborde de la physique d'aujourd'hui. C'est que Galilée n'était pas seulement un homme de science, c'était un homme de culture. Et les relations entre science et culture à l'époque de Galilée, qui joue un rôle extraordinairement important dans le développement même de la science, nous y reviendrons, voilà quelque chose qui peut-être s'est un peu perdu de vue aujourd'hui. On ne voit guère de physiciens qui s'appuient pour développer leur théorie sur leurs connaissances littéraires ou leurs connaissances musicales, comme ce fut le cas à cette époque. Et de ce point de vue-là, Galilée nous offre un miroir extrêmement intéressant, un miroir déformant d'ailleurs, où considérer les rapports entre science et culture. Avant d'aborder la vie et l'œuvre de Galilée, il y a peut-être une question qui vaut la peine d'être posée, c'est la question de son nom, qui est quand même un peu étrange, Galilée. Nous ne connaissons que très peu, et même en France pas du tout, de personnages qui portent ce prénom. Ce prénom et ce nom de famille, puisque le véritable nom en italien, c'est Galileo Galilei. Galileo comme prénom, Galilei comme nom de famille porté par ses ancêtres depuis quelques générations. Alors d'où vient-il ce nom ? Bien, tout simplement, c'est une dénomination chrétienne empruntée à la Bible, la Galilée étant, comme chacun connaît, une des provinces de la Judée ancienne. Et dans la Bible même, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, Jésus est parfois appelé le Galiléen, le personnage qui vivait, qui est né et qui a vécu en partie en Galilée. Et cette dénomination a été réempruntée au moment des croisades d'ailleurs et est parvenue en Europe. C'est un petit peu comme un autre nom de famille, voire de prénom, qui serait Jourdan, Jordan, emprunté au fleuve du même nom. Donc la famille Galilée, la famille des Galilées, puisqu'en italien Galilei est un génitif, la famille des Galilées portait ce nom depuis plusieurs siècles. Et elle a choisi, ce qui n'est pas rare en italien, d'attribuer cette même dénomination à l'un de ses enfants, d'où ce nom double, Galileo, Galilei. De même que il n'est pas rare en Italie de voir des gens qui s'appellent Rosso Rossi ou l'équivalent.
Alors en français, ça donne des choses très intéressantes quand Peiresc, qui était un contemporain de Galilée, lui écrit, en français d'ailleurs, il lui écrit à Monsieur Galilée des Galilées. Voilà donc pour ce prénom un peu étrange, mais dont l'origine est assez claire. Alors ce qui est assez amusant, on peut rajouter un petit codicille, c'est que le mot Galilée lui-même vient d'une racine hébraïque, Galil, qui a à voir avec la rotation, le cercle. Et donc il est assez amusant de voir que Galilée, qui va démontrer, ou essayer de démontrer que la Terre, les planètes tournent autour du ciel, porte déjà cette idée de rotation, de cercle, de circularité dans son nom même. Alors la vie de Galilée, où et quand se déroule-t-elle Où en Italie, Galilée ne quittera jamais la péninsule et ne voyagera pas beaucoup. Sa vie s'écoulera entre la Toscane et la Vénétie et Rome pour l'essentiel. Quand entre le milieu du XVIe siècle et le milieu du XVIIe siècle. Galilée naît en 1564 et meurt en 1642. Donc vous voyez que sa vie est partagée en gros par le passage du siècle, par l'année 1600. Sa période de fécondité maximale sera le début du XVIIe siècle, mais il travaillera quasiment jusqu'à sa mort et produira des ouvrages importants encore dans la dernière partie de sa vie. Cette vie est encadrée, historiquement parlant, par deux phénomènes politiques importants qui jouent un rôle plus ou moins direct sur la vie et l'œuvre de Galilée. Le premier, qui se déroule autour des années 1550, donc en plein milieu du XVIe siècle, c'est le Concile de Trente. Le Concile de Trente, c'est le concile dans lequel l'Église catholique tente de se donner les moyens de lutter contre la réforme protestante. C'est le concile de la contre-réforme. Et dans ce concile, l'Église va décider de mettre tous les moyens possibles dans cette lutte contre l'hérésie protestante, et en particulier tous les moyens culturels, de sorte que le mécénat, qui était déjà une pratique, en particulier des papes, va devenir plus intense, et que l'Église va mettre au profit de la culture catholique générale, la peinture, la musique, la littérature, qui vont avoir un essor considérable, après celui de la Renaissance, en cette fin de XVIe siècle. Ils verront l'épanouissement de plusieurs écoles. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.